Bonjour Monsieur Philippe Blondin, ravi de vous accueillir dans le cadre des 75 ans de l'Hort en Belgique. Nous organisons ce e-gala. Évidemment, vous avez votre place d'honneur puisque en 2012, nous avions coopéré sur l'exposition Yiddishland. Alors, je ne sais pas si vous voulez déjà dire quelques mots sur cette exposition ou bien j'enchaîne avec le background de notre ami Emmanuel Pollack. Non, je pense que ce qui est important pour comprendre cette exposition, tout d'abord je vous remercie parce que c'est grâce à votre initiative que cette exposition a eu lieu au Musée juif de Belgique, comme on l'a dit en 2012. Ce qui est important peut-être, avant d'aborder le sujet de l'Hort proprement dit et de cette exposition, je crois qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Alors, il faut bien savoir que dans ce pays qui deviendra le pays du sang et qui part de la Baltique jusqu'à la mer Noire, vit à l'époque toute une population juive dans les shtetl, qui est une population qui est dépourvue de tout, qui vit dans une misère absolue, qui n'a pas de métier, qui fait l'agriculture ponctuelle dans des conditions d'esclavage, quasi d'esclavage. Et les événements vont s'enchaîner d'une manière assez rapide. Il faut savoir que déjà en 1821, il y a un premier pogrom à Odessa. Et ensuite, il va se suivre toute une série de pogroms dans ce pays, dans ce territoire, et qui va culminer en 1871 avec l'assassinat d'Alexandre II. Et suite à cet assassinat, il va y avoir toute une série de pogroms qui vont s'étendre d'une manière épouvantable. Et de ce fait, toute une série de philanthropes vont réfléchir et vont se demander qu'est-ce que l'on peut faire finalement pour aider cette population et pour la faire sortir de la misère. Alors, il faut se rappeler aussi que cette série de pogroms va éclater et va culminer avec le fameux pogrom de Kishinev en 1903, où il y aura une quarantaine de juifs qui ont été assassinés, un nombre incroyable de femmes qui ont été violées. Et donc, on est dans une situation terrible. Et la population internationale juive se dit, mais que faire? Alors, les premiers qui vont avoir une réaction, ce sera un certain banquier, Günzburg, en 1880, à Saint-Pétersbourg, qui va dire, mais il faut donner à ces populations une fierté, il faut leur donner un métier, il faut les faire avancer, et c'est lui qui va créer, le premier, c'est la première organisation qui va créer à l'époque l'Hort. Alors tout ça, ça va être suivi. En 1881, vous avez le Hebrew Immigrant Society, le HIES, et qui va agir aux États-Unis pour justement intégrer les populations juives qui arrivent à Ellis Island. Ensuite, et c'est également une initiative qui part de Saint-Pétersbourg. Ensuite, en 1891, il y a le fameux Jewish Colonization Association, qui, elle, c'est une initiative du baron de Hirsch, qui va acheter des terrains en Argentine et qui va donc va demander à ces populations, allez vous installer sur ces terrains, vous allez devenir des agriculteurs, vous allez pouvoir refaire une vie. Il faut savoir que cette association, ça n'a pas été un grand succès. De la même manière que l'Hort a éclaté d'une manière extraordinaire, il y a un certain nombre d'institutions qui n'ont pas eu cet éclat. Hein. Ensuite, il y a quelque chose de très important. Je vous signale d'ailleurs qu'en ce qui concerne ces Argentins, les judéo-gauchos, je suis un judéo-gaucho. Ah, enchanté. C'est une longue histoire, mais je suis un judéo-gaucho. Alors ensuite, en 1914, se crée le Joint l'American Jewish Joint, hein, qui est une initiative, elle, du banquier Warburg, qui est associé avec une poétesse
qui est Emma Lazarus. Je ne sais pas si vous connaissez les poèmes de Emma Lazarus. Si vous avez le temps, je vous citerai un de ses poèmes qui est tout à fait remarquable et qui se trouve gravé à l'entrée de New York sur la Statue de la Liberté. Wow. Voilà. Alors voilà, ça c'est le contexte. Alors là-dessus, il y a donc cette création de l'Horte et c'est une histoire vraiment formidable. Il y a une une chercheuse au musée de l'art et de l'histoire du judaïsme à Paris qui retrouve au siège de l'Horte à Paris 65 ou 6 photos qui sont gravées à l'époque sur verre. Négatif sur verre. Oui, et qui va donc les reproduire. Et on découvre à ce moment-là tout un monde oublié, un monde enfui, qui est ce monde de ce Yiddishland. Et donc avec cette magnifique exposition que nous reprenons de Paris, et qui va donc s'appeler Paysans et artisans du Yiddishland. Maintenant, je vous cède la parole pour quelques minutes. Non, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas vous interrompre, c'était assez complet. Je voulais juste parler de la zone de résidence, qui est une zone où les Juifs sont assignés à résidence. Ils sont là plus de 5 millions de personnes pendant l'entre-deux-guerres. Oui, alors il faut donc, en fait, ces photos repartent à partir de 1921. 1921, c'est le moment où Staline prend le pouvoir en Russie. Il faut bien savoir que les pogroms en Russie ont duré jusqu'en 1921. Donc, ça part depuis, ce sont des photos qui montrent ce petit peuple au travail, à travers l'Horte. Ça va en Lituanie, c'est en Pologne, c'est en Biélorussie, c'est en Ukraine. Toute une série de photos qui sont extraordinaires. On ne peut pas sortir de cette vision sans un tour de cœur. C'est tellement prenant de voir ce monde qui est mis en activité grâce à l'Horte et qui leur donne une fierté d'être artisans, de découvrir un métier, de devenir de véritables agriculteurs avec du matériel. Chaque photo est une ouverture vers un monde nouveau. D'autant plus que donc Emmanuel Pollack est allé avec toutes ces photos qui étaient des négatifs sur verre au musée juif de New York pour, dans leur laboratoire, les faire transformer en positif papier. Et c'est cette exposition-là que vous avez présentée de manière assez réussie et qui a attiré, je pense, beaucoup de visiteurs. Absolument. Donc c'est une exposition qui a eu du succès, il n'y a pas de doute. Nous avons eu beaucoup d'écoliers qui ont défilé et bon, ça a été véritablement grâce à vous, ma chère madame. C'est gentil de le rappeler. Il faut se rappeler aussi que, si je crois de bonne mémoire, en 1891, les Juifs sont expulsés des grandes villes. En Russie, ils sont expulsés de Moscou, ils sont expulsés de Saint-Pétersbourg, de Kiev, et donc toute cette population est à la recherche d'un nouveau pays. Vous parlez de quelle date là 1891. 1891. Donc, qui va venir probablement enrichir dans les campagnes tout ce monde justement qui est entre les mains de l'Horte. Non, l'Horte a véritablement, jusqu'à ce jour, éclaté dans le monde entier, attire des milliers de jeunes élèves dans tous les domaines, réellement. Alors ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que l'Horte s'est donc développé, comme vous le dites, à l'Est, en URSS, et en 1938, dans le cadre des purges staliniennes, le directeur de l'Horte à Moscou est assassiné. Et ça a été le signal pour sortir et quitter l'URSS. Et donc, le quartier général de l'Horte déménage de Saint-Pétersbourg à Berlin en 1900, bien avant, mais déjà la sortie vers Berlin était préparée. Et puis de Berlin, ces photos, donc c'est le voyage de ces photos en verre, partent de Berlin vers Paris. Absolument. Et c'est comme ça. À la même année d'ailleurs
que s'ouvre ce siège à Berlin, il s'ouvre une antenne à Paris. À Paris. Et donc c'est assez hallucinant qu'il y a une quinzaine d'années, Emmanuelle Pollack, cette historienne, trouve dans les caves de l'Hort à Paris ces photos sur verre. Et là, c'était vraiment un choc et une découverte extraordinaire qui a fait une exposition qui a fait le tour du monde. Mais vous voyez que c'est amusant qu'on arrive avec le centenaire de 1821 avec Odessa, 1921 et 2021. Voilà. Ah ben voilà. Il n'y a pas seulement 75 ans en Belgique, il y a aussi les 100 ans voilà, par rapport à l'histoire en URSS. Et donc ce livre que je feuillette, j'espère que notre caméraman a bien fait un zoom sur les photos, est le livre donc qui a été présenté pendant l'exposition aux visiteurs, qui s'appelle donc Artisans et paysans du Yiddishland. Il est en 3 langues, en français, en anglais et en hébreu, et il présente l'histoire de cette population juive aidée par l'Hort entre 1921 et 1938. Je me souviens qu'on se posait la question si ces photos avaient été ordonnées par le gouvernement russe de l'époque pour faire de la promotion et de la propagande qu'ils soignaient bien leur population juive, ou si c'était l'Hort, l'organisation de l'Hort, qui voulait faire de la promotion auprès de donateurs potentiels. Ça, c'est quelque chose qui me revient. Je pense sincèrement qu'il y a les deux choses qui se combinent. Je suis persuadé qu'à l'époque, Staline veut également montrer et récupérer un travail qui est fait par l'Hort en faisant croire que c'est un travail qui est fait par le régime communiste. Il n'y a pas de doute que là, il y a une récupération qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Peut-être, si vous permettez, je vais vous lire cette poème qui se trouve sur la Statue de la Liberté, à l'entrée donc de Ellis Island, et donc qui a été écrit par cette poétesse qui a été associée donc avec le banquier. Et donc, voilà, je vous le cite. « Donne-moi tes fourbus, tes pauvres, tes masses confinées, brûlant de vivre libre, infortuné rebut de tes côtes grouillantes, envoie-moi ces sans-toits meurtris par les tempêtes. Je lève haut ma lampe près de la porte d'or. » C'est pas magnifique? Extraordinaire. Pour terminer cet entretien, tout d'abord, je vous remercie, Madame Gutmann, de m'avoir rendu cet honneur. Mais en fait, surtout, ce que nous voulons, c'est saluer ce merveilleux travail que fait l'Hort à travers le monde et qui non seulement s'adresse à des jeunes juifs, mais également à des non-juifs. Tout à fait. Donc, c'est une ouverture d'esprit tout à fait remarquable. Grand salut. Merci beaucoup, Monsieur Blandin.